de monnaie à tout va, ça ne marche pas. Mais si on regarde les États-Unis, qui se sont livrés eux aussi au petit jeu de la planche à billets, enfin au petit jeu, au grand jeu de la planche à billets, puisqu'ils ont fait 3 QE, bah, les chiffres sont plutôt bons. On a un taux de chômage qui recule à 5,9%, on a une croissance qui a rebondi au deuxième trimestre à 4,6%. Alors, moi je veux bien que ça ne marche pas, mais on va vous objecter ces chiffres-là. On va me les objecter. Le diable est dans les détails. Hein. Donc il faut aller creuser, il faut aller regarder. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que il n'y a pas que les États-Unis. Vous avez l'Angleterre qui a fait exactement la même chose. Et on dit là aussi, extraordinaire, ils sont sortis de la récession, ils ont de la croissance, c'est fabuleux. Non, ils n'ont pas de croissance. Et comme les Américains non plus. C'est-à-dire que tout ça, c'est une illusion de croissance. Et cette illusion de croissance, elle n'est pas fabriquée par les QE, elle est fabriquée tout simplement par le déficit budgétaire. C'est-à-dire qu'on continue à s'endetter parce qu'on n'a pas compris que l'endettement, c'était mortel à haute dose. Donc on continue à s'endetter pour faire du chiffre d'affaires. Si vous demandez à un entrepreneur si il va jouer longtemps à je mets 5% de dette pour avoir je mets 5 euros de dette pour avoir 1 euro de chiffre d'affaires, je ne suis pas sûr qu'il le fasse très longtemps. Et bien c'est pareil là, c'est-à-dire que vous regardez l'Angleterre, c'est 6% de déficit budgétaire. Bon, alors après, il n'y a pas besoin de se taper sur le ventre parce qu'ils ont obtenu 1% ou 1,5% de croissance. Oui, c'est un 1% chèrement payé. Voilà, c'est chèrement payé. Donc, et les États-Unis, c'est exactement la même chose. Vous êtes aujourd'hui à une dette qui a augmenté de plus de 1000 milliards sur un an glissant. Et on vous dit, ah mais c'est extraordinaire, ils vont finir l'année avec 2% de croissance. 2% de croissance, ça fait 340 milliards. D'accord? Vous rajoutez l'effet prix, vous êtes à 500 milliards. Vous avez mis plus de 1000 milliards sur la table pour les faire. Et vous dites, ah ben c'est génial, on a gagné. Les taux de chômage, c'est pareil, ça fait là-dessus X fois que je le dis, mais je vais le répéter encore une fois, ça n'est absolument dû qu'à une baisse du taux de participation à la population active. Qui a encore reculé ce mois-ci. Qui a encore reculé ce mois-ci. On est, en gros, si vous prenez depuis le 31-12-2007, donc juste avant la crise, à maintenant, vous avez 13 millions d'Américains qui sont sortis des statistiques. Ils sont quelque part. 13 millions d'Américains qui sont sortis des statistiques. Et si vous regardez en net les créations d'emplois, c'est depuis le 31-12-2007, 780 000 emplois. Alors, on ne va pas se taper sur le ventre pour ça, franchement. Et en plus de ça, il faut quand même voir aussi la qualité des emplois. Parce que on parle toujours de chiffres, okay, mais si vous avez des cadres qui se font virer à plein temps et que vous avez dans les statistiques des serveurs à temps partiel, ce n'est pas les mêmes revenus. Alors, il faut arrêter. Aujourd'hui, le revenu médian américain a baissé, d'accord, et il continuera à baisser pour l'instant. Le revenu réel, a continué à baisser, vous ne pouvez pas imaginer, alors vous pouvez tenir encore un petit moment, vous pouvez les forcer à emprunter, ils adorent ça les Américains, vous pouvez les forcer à emprunter, mais ça le crédit est reparti. Mais le crédit est reparti, mais alors d'abord, là aussi, le diable est aussi dans les détails, c'est-à-dire qu'il faut regarder quels crédits sont repartis. Mais si vous voulez, on est en train de refaire les subprimes au niveau des prêts étudiants, qui sont des faux prêts étudiants, enfin qui sont des faux étudiants plutôt. On est en train de faire les subprimes avec les prêts automobiles. Enfin, je veux dire, et on va pleurer encore dans quelques mois où on va dire, ah ben je comprends pas, les banques elles en sont pour quelques centaines de milliards parce que ça y est, le produit subprime automobile vient d'exploser en vol. Alors Olivier, quand vous dites, bon, ça ne marche pas, en même temps, la croissance américaine, même si elle est de mauvaise qualité, est repartie. Et ce qu'on comprend bien dans ce que vous dites, c'est qu'un QE, on ne peut pas le maintenir éternellement.
C'est surtout qu'il y a une contrepartie au QE. Mais justement, le QE, est-ce que les États-Unis ne sont pas prêts à sortir de la politique de quantitative easing? Non, ils ne sont pas prêts, ils vont recommencer. Vous aurez un QE4 derrière le QE3 et vous n'aurez pas de hausse de taux. Enfin, comment on peut imaginer... Parce qu'aujourd'hui, les consensus d'économistes se disputent plutôt sur la sortie prochaine du QE et la remontée des taux. Mais ça, la sortie, elle est actée. La sortie du QE3, elle est actée, d'accord ? On va avoir une sortie du QE3. Mais comme vous avez une sortie du QE2, avant le QE3. Bon, ben là, vous aurez la sortie du QE3 avant le QE4. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous en tirer autrement. C'est-à-dire que la contrepartie d'un QE, c'est quoi ? C'est de la dette. On le voit bien, d'accord ? Contrepartie d'un QE, c'est de la dette. Donc, il y a de plus en plus de dettes. Pour maintenir une illusion de croissance, on est obligé d'augmenter les dettes. Donc il y a un moment où il faut faire du QE parce que vous n'avez pas le choix. Donc on ne peut pas remonter les taux. Non, mais bien sûr que non. Vous ne remonterez pas les taux. Et puis alors, cette espèce de croyance qu'on va avoir des taux à 0 en Europe et des taux à 4 aux États-Unis, enfin, c'est juste, c'est merveilleux. Enfin, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. On est dans un monde maintenant qui est ouvert. Donc, mais alors vous justement, ne pouvez pas... si on continue dans cette erreur que vous dénoncez, on sait aussi que l'injection de liquidité soutient l'inflation d'un certain nombre d'actifs. Oui. Boursiers et immobiliers. Est-ce qu'il ne faut pas, du point de vue très cynique de l'investissement, rester sur ces actifs? Non, parce que votre risque aujourd'hui, c'est un risque de devise. Donc, et malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la devise, c'est ce qui libelle tous vos actifs. Mais de votre paire de chaussettes à vos actifs boursiers. C'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire que quand la monnaie craque, vous vous retrouvez à poil, au sens propre comme au figuré. Parce que vous voyez les grandes devises craquer. Ben, je vois un changement de système monétaire mondial. Je veux dire, vous ne pouvez pas imaginer que le yen va continuer à valoir ce qu'il vaut. Aujourd'hui, le yen, concrètement, ça vaut 0. D'accord ? C'est 250% de dette. Bon, avec une croissance qui est enfin une croissance, pardon, une décroissance de votre population, de votre PIB, etc. Vous ne pouvez pas imaginer que ça peut marcher. Bon, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous tenez un billet en yens, vous tenez du papier toilette. Ça vaut rien, ça vaut 0. D'accord ? Ça vaut pas. Même chose pour le dollar ? Ça ne vaut pas 20%, ça ne vaut pas 10%, ça vaut 0. Il n'y a rien dans la banque, il n'y a rien en contrepartie. Ça vaut 0. Ce jour-là, imaginez ce que ça va donner. Je veux dire, il faut bien comprendre, les Japonais, c'est la troisième économie du monde, c'est 1200 milliards de dettes américaines qu'ils détiennent. Le jour où le yen vaut 0, ça va secouer sur les marchés. Hein. Ce n'est pas l'Islande qui refuse de payer sa dette. Hein. Ok, autant éviter le yen, très bien. Mais les autres devises, le dollar, mais c'est pareil, c'est-à-dire que vous n'imaginez pas que si le yen vaut 0, vous n'imaginez pas que l'euro, qui est quand même une monnaie exceptionnellement bien montée et forte, va survivre. Non, ça va péter dans la foulée. Donc, vous dites quoi à vos clients, Olivier ? Vous allez avoir un changement de système monétaire parce que ce système monétaire-là, il est fini. Vous voyez tous les jours des exemples de dédollarisation, c'est-à-dire la Chine qui signe des contrats avec, ou des swaps avec l'Europe, avec le Japon, avec les Russes qui font la même chose, les pays pétroliers qui commencent à accepter qu'on prenne d'autres monnaies pour les payer. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où on a de moins en moins besoin de dollars et il y en a de plus en plus. Est-ce que vous pensez que quand vous avez un truc qui est fabriqué comme ça et que vous n'avez aucune demande, le truc va monter? Non, il va baisser. Voilà. Alors, quelle devise?
Ben, ni l'euro, ni le dollar, ni le yen, il y en a d'autres dans le monde. Il y a la Norvège, la Suède, la Suisse, que sais-je encore. Évidemment pas le sterling, qui a fait exactement la même chose. Donc voilà, on va avoir, parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on va poursuivre alors que on est en train de faire fonctionner les rotatives à pleine vitesse et que ça n'a pas de contrepartie. Il ne se passe rien. S'il ne se passait rien, on serait tous, au lieu d'aller faire les guignols devant une caméra, on serait tous devant notre imprimante à s'imprimer des billets de 500. Et ça se passerait super bien. Et on sortirait après, on s'achèterait un immeuble, une maison, une voiture, etc. Puisque ça n'a pas de conséquences. Allons-y gaiement. Seulement si vous faites ça, vous vous retrouvez en tôle. En revanche, si Bernanke le fait, ça se passe bien. Ou Madame Yellen, ça se passe bien. Eh bien, ça sera notre conclusion. Olivier, merci.